Une musique bien en harmonie avec la thématique biblique du tableau David, vainqueur de Goliath. Monsieur Giguère, la plupart de nos spectateurs se souviennent de votre passage ici en 2015 pour nous parler de la caméra de Jules-Ernest Livernois et en 2016 pour le violoncelle d'Antoine Dessannes. Merci de vous joindre à nous une nouvelle fois. Avec plaisir. Avant de parler de l'œuvre que nous avons ici, remontons à la genèse donc, de l'aventure. Pourriez-vous nous préciser de quel Desjardins il est question dans notre sujet de ce soir? Il est question de Philippe Jean-Louis Desjardins et de Louis-Joseph Desjardins. Pardonnez-moi. Jean-Louis Desjardins, pardonnez-moi. Donc, bien entendu, ça n'a rien à voir avec notre Desjardins de Lévis. Donc, vous l'aurez bien compris. Donc, il s'agit de deux abbés français qui sont nés sur une ferme de viticulture et qui étaient donc prospères au 18e siècle. Mais ces deux frères ont vécu la Révolution française. Et c'est cet événement fort important qui a en quelque sorte bousculé la vie des deux abbés. Vous savez, il y a eu un décret important le 26 août 1792 qui a forcé bon nombre de religieux, de clercs, à s'exiler. Et les biens de plusieurs communautés religieuses ainsi que de membres du clergé ont été saisis par les révolutionnaires. Cependant, en Angleterre, il y a des comités d'accueil qui avaient été formés par certains individus, donc principalement aussi à Londres, donc qui étaient destinés à accueillir ces membres du clergé français qui devaient absolument s'exiler. Donc, à partir de ce moment-là, les abbés donc, sont partis en Angleterre. Disons, Philippe est parti en 1793, au début de l'année, et Louis-Joseph est revenu le rejoindre juste un peu plus tard. Pierre, j'ai découvert qu'en soumettant un objet à une intense lumière, dont la longueur d'onde a été déterminée au préalable par différents facteurs, il pouvait être possible d'animer des ensembles d'atomes, leur donnant alors la capacité de prendre forme humaine. Sceptique, Monsieur Giguère? Absolument. Ce phénomène s'est produit à la répétition aujourd'hui. Quelque part dans cette salle, notre tableau se promène comme vous et moi. Oh. Enfin, pas tout à fait vêtu comme vous et moi. Ah, douce erreur d'essence, aimable illusion de ce tableau qui nous impose et fait passer sa fiction pour une véritable chose. Ah, c'est toujours un choc de se voir soi-même. Votre image est aussi sur ce programme, mais cela n'est jamais comme se contempler directement en face. Ah, j'ai vu une grande lumière, et devant mes yeux paraît encore un point rouge. Mais oui, je le vois encore ici. Oh, il me vient une idée. Et si... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voient ou ont vu un point rouge sur leur programme? Levez la main, s'il vous plaît. Oui, levez la main. Ah oui! Ah. Oui, vous aussi, vous avez pris forme humaine. Oui. Oh. Mon cher Légaré, c'est toujours un plaisir de revoir les œuvres que vous vous êtes procurées de nous. Ah!
David, vainqueur de Goliath. Il vous avait séduit, hein? Au premier coup d'œil. Vous ne sauriez mieux dire, mon cher Louis-Joseph. Oh, et avec quelle violence! Ce corps d'Éphèbe, pâle comme la mort, cette tête immense et monstrueuse, et ce sang! Oh, quelle composition! Il aurait été surprenant que vous ayez trouvé un preneur dans un couvent ou une paroisse. Chacun tire une satisfaction bien personnelle à me contempler, à m'admirer et à me remettre admirer. Une toile est comme un miroir et qui renvoie à chacun une image différente et toujours renouvelée. Voici quelque chose que seul un amateur d'art pouvait apprécier. Oh, et j'ai plus qu'apprécié, j'ai bouillonné d'aise. Mais l'acheteur candide que j'étais a dû montrer trop d'enthousiasme au vendeur que vous étiez. N'était-ce pas là me mettre à votre merci et m'exposer à être plumé comme un canard sous la main du cuisinier? Mon cher Légaré, depuis tout ce temps que nous faisons des affaires ensemble, ne savez-vous pas que déjà à l'époque, je vous portais une grande amitié? Et amitié réciproque. Au début des années 1820, j'ai acquis de vous 29 tableaux, 29, qui ont formé la base même de ma collection. Oui, oui, vous nous avez obligés en vous procurant les rares œuvres profanes du lot. Comme cette magnifique copie de l'école d'Athènes de Raphaël. Voilà une toile qui est bien prétentieuse. Quelle aventure extraordinaire que de retrouver en terre canadienne une composition par le grand Raphaël peinte dans l'enceinte du Vatican où les papes étaient à même de s'en émerveiller à tous les jours. Mais tout est dit. Elle qui n'est qu'une copie avérée, une vulgaire copie. Et ce prodige, c'est vous, Louis-Joseph, et votre frère Philippe qui l'avez accompli. Fidèle du Christ, vous avez multiplié l'art comme le Seigneur le fit avec le vin autrefois. Et ce miracle, c'est vous qui l'avez fait pour abreuver les pauvres Canadiens avides de beauté que nous étions. Non, c'est la fougue artistique qui vous fait parler ainsi. Oui, Joseph Légaré est un personnage qui est né en 1795 et qui est décédé en 1855. En fait, il fait partie de la première génération, je dirais, de ces professionnels canadiens-français, médecins, notaires, avocats, qui vont participer aux luttes politiques du Bas-Canada au début du 19e siècle. Je vous ai dit tout à l'heure que l'acte constitutionnel de 1791 a amené la première assemblée politique. Il faut savoir que dans les premières années du 19e siècle, déjà à Québec, on a 2 journaux politiques qui sont fondés. Il y avait déjà la Gazette de Québec depuis 1764, mais il y a le Québec Mercury qui représente le Parti des marchands anglais et le Parti des bureaucrates et le Journal Le Canadien. Et M. Légaré, Joseph Légaré, s'inscrit vraiment dans cette veine de Canadiens français qui vont s'impliquer politiquement, qui vont être actifs politiquement. On sait que dès le départ, en 1806, le gouverneur Craig va emprisonner Pierre Bédard. Donc, les luttes constitutionnelles jusqu'en 1837 commencent à cette époque-là. Joseph Légaré est un nationaliste, membre du Parti canadien, qui va être très actif, mais surtout actif dans la politique locale. Il va se présenter aux premières élections municipales en 1833 comme conseiller municipal et il va surtout faire partie en 1832 du bureau de santé qui va être créé avant même que la municipalité soit créée pour combattre l'épidémie de choléra de 1832 qui va faire 3 000 morts à Québec sur une population de 30-40 000 habitants. Donc, c'est lui qui va mettre en place les mesures sécuritaires, les mesures sanitaires pour protéger la ville contre l'épidémie de choléra. Pierre Puget était... Premièrement, un sculpteur. Il a peint, on a réussi à recenser 17 tableaux, donc 17 peintures de Pierre Puget. Donc sa carrière était principalement celle d'un sculpteur baroque, fort reconnu. Donc c'était même, il faisait partie de la cour de Louis XIV. On peut voir bon nombre de ses œuvres, notamment à Versailles, ainsi qu'au musée du Louvre, ainsi que dans plusieurs musées français. Sa reconnaissance historique, elle a été surtout faite à partir de son travail de la masse. Donc, lorsqu'on arrive avec un tableau de Pierre Puget, on doit se poser beaucoup de questions. Parce que c'est certain que, honnêtement, entre vous et moi, c'est un fort joli tableau. Mais, à force de le regarder, on peut voir qu'il y a probablement, je ne dirais pas défaut. C'était peut-être
on ne le sait pas, mais c'était peut-être voulu par l'artiste au départ. Mais si vous remarquez, donc, notre cher David, qui est posé ainsi de façon totalement nonchalante, on dirait même, il est en train de contempler la tête de Goliath, mais si vous regardez son visage, son regard, la position aussi de ses lèvres, il est visiblement nonchalant devant l'objet, en fait, le reste humain qu'il est en train de tenir. Il tient aussi avec nonchalance cette corde qui est le restant de la fronde. Et si vous regardez plus bas, ses jambes, essayez d'imaginer ce personnage debout sur la scène avec nous. Il a des longues jambes, donc... Les œuvres du fond des tableaux des abbayes des jardins du séminaire ne sont pas toutes dans des réserves. Certaines sont encore accrochées au mur de l'institution religieuse. Quiconque a parcouru ces couloirs ne peut qu'avoir été frappé par leur forte présence qui en fait de véritables habitants du lieu. Des habitants qui dialoguent avec nous à leur manière, au tournant d'un détour ou dans les degrés d'un escalier. Ouais. Cette impression d'être déjà venu dans cette salle me revient encore. Nous tenterons de tirer ça au clair tout à l'heure. Pour l'instant, je répéterai mon invitation du mois dernier à répondre au sondage sur la série pour lequel vous trouverez infos et liens sur le programme.